Eh bien bonjour, dans la suite de votre exploration, nous sommes dans l'onglet facteurs humains. Alors, les facteurs humains, tels que je les conçois et que je les ai présentés dans les articles que vous pourrez lire, s'adressent aux personnes qui travaillent dans des situations dites à risque, avec des fortes conséquences en cas d'action ou de non-action et une forte pression temporelle. Donc on va trouver parmi les bénéficiaires possibles tout ce qui vient des transports, par exemple la SNCF, un train ne s'arrête pas juste en poussant sur un bouton en 3 mètres, la marine, les sous-marins, les chirurgiens, les centrales nucléaires, qu'est-ce qu'on a dit, les plateformes de forage, et donc pilote-contrôleur. Là, je vais vous parler de mon histoire personnelle. Qu'est-ce qu'on va trouver? Tout ce qui est intervention sur site, comme les pompiers ou les démineurs. Ça va s'adresser également à tous les personnes qui étudient ces situations-là pour en tirer des enseignements et à leurs managers. Donc, si vous faites partie de ces personnes, je pense que vous trouverez un certain nombre de réponses à vos questions. Pourquoi, à un moment donné, il y a des erreurs qui se répètent, d'où ça vient, est-ce que c'est la personne qui n'écoute rien, ou est-ce que c'est une malédiction fatale? Donc moi, je suis contrôleur aérien depuis 30 ans. Le contrôle aérien, pour faire simple, on va dire que chaque individu est un rond-point, voilà. C'est-à-dire qu'un avion qui vole, forcément, il peut pas s'arrêter. Et donc, il se rapproche les uns des autres à 1800 km à l'heure. Ils ne se voient pas, soit qu'ils soient dans les nuages, soit que ça aille tellement vite que quand ils se voient, ils sont déjà passés, ou que sur la ligne d'horizon, forcément, quand ils se voient, c'est impossible de dire s'il est plutôt dessus ou plutôt dessous. Donc l'évitement tout seul serait très difficile. Donc le contrôle aérien va servir d'évitement fluide et sans à-coups des trajectoires des avions et d'une façon plutôt productive et efficace quand on voit les résultats dans nos pays. Donc contrôleur aérien depuis 30 ans, dans un métier avec de gros enjeux, le sens commun dirait que nous n'avons pas droit à l'erreur, et pourtant des erreurs nous en faisons. Tout comme vous en faites. Vous êtes expert par exemple de la conduite automobile, et pourtant vous allez rater une intersection, vous avez oublié de regarder un angle mort, vous avez oublié de mettre un clignotant, pourtant votre compétence n'est pas à mettre en doute dans ces sujets-là. Donc l'être humain, il a 10 milliards de neurones. Avec ces 10 milliards de neurones, il peut faire énormément de choses, mais il a également des limites et il fait des erreurs. C'est grâce à ces erreurs qu'il va apprendre. Et d'avoir découvert ça dans les années 99, ça m'a sauvé la santé, on va dire. Puisque, en fait, dans des métiers comme ça, soit le stress devient énorme parce que on se prend pour Dieu, on n'a pas droit à l'erreur, on est obligé de se durcir la tête sans arrêt, et à chaque fois qu'on va se tromper, on va se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Je dois être complètement débile. Et surtout on se fait énormément peur, et on se dit qu'on n'est pas normal, et donc soit on finit par cacher ce qu'on fait, soit on finit par changer de métier parce qu'on peut plus dormir. Donc de découvrir que simplement nous sommes des êtres humains normaux, contrôleurs aériens, chirurgiens, pompiers, marins ou autres, qu'on fait tous les mêmes erreurs, ça aide à les prendre en compte, à les prévenir et à les corriger, puisqu'en fait la problématique n'est pas de faire des erreurs, c'est que les erreurs n'aient pas de conséquences. Donc ça veut dire prendre des marges suffisantes pour les repérer, les corriger et avoir des plans B. Et là, ça change complètement la philosophie. Ça veut dire également que la sécurité a un coût, forcément, puisqu'il va me falloir m'y prendre, je vais faire moins de productivité, il va falloir qu'à un moment donné, je m'y prenne plus en avance pour faire quelque chose et que j'ai le temps de surveiller pour corriger si jamais il y a un problème. Puisqu'on part du principe qu'il est possible qu'il y ait une information que je n'ai pas eue et que la décision ne soit pas adaptée. Donc ça change complètement le point de vue sur ces métiers à risque. Et ça remet l'homme au centre de sa fierté et en tant non plus que maillon faible dans une chaîne de décision, celui par qui la bêtise va arriver, mais plutôt en tant que créateur et que
producteur du meilleur avenir possible dans une situation où de toute façon s'il n'était pas intervenu, s'il était resté les bras croisés, ça aurait été pire. Donc l'idée c'est de faire le mieux possible avec les moyens qu'on a et avec la meilleure volonté, puisqu'on va partir du principe que chacun essaye de faire du mieux possible. Même quand il se trompe, c'est qu'à ce moment-là, il essayait de faire du mieux possible. Donc ça permet de redonner toute sa place, toute sa responsabilité, rien que sa responsabilité, sans faire peser plus qu'il n'est nécessaire sur les épaules des gens, mais que chacun fasse ce qu'il faut pour faire le mieux possible, à tous les niveaux, qu'on soit l'agent de première ligne, qu'on soit l'analyste ou qu'on soit le manager. Les facteurs humains en tant que tels, ça n'existe pas. Les facteurs humains, vous ne trouverez pas ça sur une étagère à l'université. Par contre, c'est un ensemble de boîtes qui vont parler à la fois de tout ce qui est développement cognitif et comportemental, tout ce qui est gestion des automatismes et qui amène à l'expertise. À la fois également, vous allez trouver toutes les notions de linguistique, comment est-ce que on parle entre nous et qu'on se comprend, comment est-ce qu'on fait pour comprendre ce que machine va nous dire, alors qu'à un moment donné, elle peut être développée par un Américain et utilisée par un Européen. Toutes les notions d'ergonomie ou médicale, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on ne voit pas l'infrarouge, on n'entend pas l'ultrason, que l'idée de l'ergonomie, c'est que le poste de travail nous permette d'être le plus productif possible sans avoir trop de contraintes physiques, donc qu'on puisse durer sur un poste de travail. Vous allez trouver tous les aspects également sociologiques ou culturels, avec par exemple des notions de rapport dans les binômes, avec le nord de l'Europe qui va avoir plutôt une hiérarchie horizontale, les pays latins ça va plutôt être une hiérarchie très pyramidale avec un chef, on va avoir un esprit très collectif du côté de l'Asie, plutôt individuel du côté de l'Occident. Donc tout ça, ça fait un melting pot qu'il faut faire travailler ensemble quand on a des fusions de compagnies, par exemple. Qu'est-ce qu'on va trouver également dans le domaine des facteurs humains? Je crois qu'on a déjà fait le tour de pas mal de choses. Donc au niveau d'une situation à risque, donc telle que je l'ai décrivée, dynamique, où les choses ne peuvent pas s'arrêter, elles s'imposent à moi, je peux pas décider le feu, arrête-toi, il faut que je réfléchisse, ou l'avion, arrête-toi, il faut que je réfléchisse, ça s'impose à moi et il va falloir que je pense à la même vitesse. Donc j'essaye des choses et que je corrige et que j'avance par essai-erreur, comme d'apprendre à marcher. Alors, plus j'aurai automatisé de tâches, et plus ce sera facile forcément de retomber sur mes pattes et de m'apercevoir quelque chose qui marche pas bien et d'être pluridisciplinaire, on va dire. Par contre, des fois, on est dans des situations qu'on n'avait pas prévues. Donc, par rapport à des situations dynamiques de ce type-là, l'individu fonctionne d'une façon assez simple, tous, que ce soit vous ou moi. On est dans une situation, on va repérer des éléments dans cette situation, on va leur donner un sens. En fonction de ce sens, on va imaginer un futur. Le futur, il sera conforme à ce que je veux, je ne fais rien, et déjà ne rien faire, c'est une action. Oui, il n'est pas conforme à ce que je veux, dans ce cas-là, je vais tenter une stratégie pour qu'il se passe autre chose de plus bénéfique. Je dois garder un temps de surveillance, là encore on retrouve le coût de la sécurité, c'est-à-dire qu'il faut que je surveille, je peux pas faire du one shot, à un moment donné je dois vérifier que la stratégie que j'ai mise en place elle est bonne, que ce soit moi ou que ce soit une machine. Si c'est pas bon, je dois passer au plan B. Et évidemment, l'idée c'est que j'ai le temps de comprendre à un moment donné pourquoi je me suis trompée, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, pour qu'il y ait derrière ce qu'on appelle l'apprentissage. Si je ne fais que corriger et avancer la tête dans le mur, je referai la même erreur demain, puisqu'en fait j'aurais rien appris, j'aurais rien compris. Donc également toute cette notion donc de fin de boucle avec surveillance, plan B, compréhension et apprentissage pour la fois d'après, c'est du temps qui n'est pas passé à faire de la production, c'est du temps qui est passé à apprendre. Donc dans cette boucle qui paraît simple, on voit déjà qu'il y a pas mal de pièges qui peuvent se cacher chez tout être humain, dans tous les domaines. Par exemple, dans la situation, on va dire que si vous venez visiter une salle de contrôle, vous ne verrez pas la même chose sur un écran radar que moi, puisque vous n'êtes pas expert de domaine. Si moi, je vais promener en forêt avec un chasseur ou un cueilleur de champignons, je ne verrai pas la même chose qu'eux. Donc ça montre bien que tout ça va dépendre de nos objectifs et de nos compétences personnelles. En général, c'est pas les compétences qui sont en cause dans les erreurs. Ça va plutôt être la prise d'information.
Par exemple, vous êtes sur votre vélo, vous arrivez sur une plaque de gravier, vous allez tomber. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas adapté votre vitesse. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas vu la plaque de gravier. Ou parce que vous croyez que vous pouviez passer comme ça. Donc on retrouve soit la notion de Superman, ça n'arrivera pas à moi, soit la notion de j'ai pas vu. Ça peut être, vous voyez, deux types d'erreurs. Et la prise d'information insuffisante va arriver très souvent. C'est-à-dire, je vais raisonner juste dans un monde qui est faux, parce que j'ai pas le temps, parce que je vois pas que le vent a tourné, et qu'au lieu d'être de face, il vient de dos, et que la vitesse augmente, par exemple. Donc voilà, par exemple, des exemples de pièges. Ensuite, donc j'imagine un futur. Le futur, il va être imaginé en fonction de ce que j'ai déjà vécu, donc ce que j'ai appris comme situation. Et à toutes ces situations, je vais mettre un niveau de risque ou un niveau de confiance ou un niveau de probabilité. Donc je vais y croire ou pas. Et on voit là également que le risque, c'est une notion très personnelle qui va dépendre de chacun d'entre nous. Par exemple, on voit pas tous du même œil le fait de ne pas avoir le droit de téléphoner en voiture ou les limitations de vitesse ou que sais-je. Il y a une notion de risque derrière, mais elle n'est pas la même pour tout le monde. Ça va dépendre du vécu de chacun, de son histoire personnelle. Ensuite, il va y avoir la notion de confiance, puisque je vais travailler avec des collaborateurs, donc confiance en moi, en mes compétences, en ce que j'ai déjà vu que je savais faire, compétence dans les autres, confiance dans les autres, est-ce que je sais pouvoir compter sur eux, ou est-ce que je suis tout seul, ou est-ce que d'habitude celui-ci il répond pas à mes demandes, et puis confiance dans la machine, est-ce que la machine va réagir comme j'attends d'elle, ou est-ce qu'elle a tendance à tomber en panne. Ensuite, il va y avoir toute la notion également de maillon, c'est-à-dire est-ce que c'est moi qui appuie sur un bouton ou est-ce qu'il y a des intermédiaires. Par exemple, si je dis un pilote de tourner, c'est pas moi qui vais tourner l'avion, c'est le pilote qui tourne. Donc, est-ce qu'il va me comprendre? Quand on parle de droite et de gauche, est-ce que c'est la même droite et la même gauche pour lui et pour moi? Donc là encore, on voit tout l'apport de la linguistique dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, il y a toute la notion d'apprentissage qui va être liée à mon rapport à l'erreur et au rapport de l'entreprise à l'erreur. Si l'erreur n'est pas autorisée, comme on disait tout à l'heure, alors que c'est sûr que nous allons en faire, la problématique c'est pas l'erreur mais bien la conséquence. Si l'erreur n'est pas autorisée, je vais avoir tendance à la cacher. Ou je vais avoir tendance à dire c'est pas ma faute, c'est la faute à pas de chance ou c'est la faute au voisin. Donc je vais rien apprendre, l'entreprise ne va rien apprendre non plus. Un des paradoxes des entreprises les plus sécuritaires, c'est que le nombre de reports volontaires d'incidents pour partager son expérience et pour éviter que d'autres personnes ne se fassent avoir de la même façon, augmente de façon exponentielle. Par contre, le nombre d'accidents diminue, voire disparaît. Donc beaucoup plus d'incidents, beaucoup plus de reports, beaucoup plus de choses qui sortent de la boîte de nos esprits et beaucoup moins d'accidents parce que l'entreprise se consolide comme avec un vaccin. Il va y avoir aussi la notion de rapport à la violation, c'est-à-dire est-ce que à un moment donné, comment va être pris le fait que je déroge à une règle? Comment va être prise le fait qu'à un moment donné, je décide que pour cette situation, cette règle-là n'est pas adaptée, donc je vais essayer autre chose. Chaque situation ne peut pas être décrite à 100%. Par exemple, on avait des procédures pour le cas où un volcan rentre en éruption. Et évidemment, quand le volcan irlandais s'est réveillé, ces procédures se sont révélées complètement inadéquates puisqu'on les avait jamais testées. Donc, il a bien fallu inventer quelque chose sur le tas. Chacun dans ces cas-là fait du mieux qu'il pense, du mieux qu'il peut. Il faut être le moins souvent dans ces situations dérogatoires, évidemment, mais il faut pas non plus les interdire. Sinon, soit on utilise une procédure dont on sait qu'elle est pas bonne, mais tant pis, on pourra rien me reprocher, mais à la sortie, la catastrophe existera quand même. Soit je fais autre chose, et puis à un moment donné, on viendra me reprocher parce que la situation finale n'est pas bonne non plus. Donc c'est une sorte de cercle infernal dans lequel qu'est-ce que je fais si je fais c'est pas bien, si je fais pas c'est pas bien non plus. Donc la problématique de la violation là encore c'est un esprit d'entreprise, c'est à un moment donné la problématique c'est pas trop de déroger une règle, c'est de le faire savoir. Et ensuite il s'agit de savoir si c'est parce que je ne connaissais pas la règle, si c'est parce qu'il y avait quelque chose dans la situation qui était particulièrement inattendue et qui fait bon de partager avec d'autres personnes, si la procédure doit être mise à jour. Donc on est toujours dans la culture de transparence. La sécurité, ça va avec la transparence, le report et l'apprentissage, qu'il soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Et la dernière notion, donc c'est la notion de temps. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai du temps pour pouvoir apprendre. Si je n'apprends pas, forcément, je vais m'user et le risque, il va finir par se reproduire multiplié par 100.
Donc vous allez trouver des articles qui parlent de tous ces aspects-là, vous allez trouver des articles qui vont vous parler de la mémoire, de l'attention, de la gestion de risque, qui vont vous parler de l'apprentissage sur le tas, puisqu'à un moment donné, nous travaillons en tutorat, pour apprendre, il faut faire, on ne peut pas juste écouter, par exemple, c'est très intéressant, et ça va être très intéressant ce que vous allez lire et entendre, mais il faut également faire derrière, et il faut décider à un moment donné qu'une personne a vu suffisamment de situations pour la lâcher. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ce rapport élève-enseignant pour lâcher quelqu'un dans une situation à risque? Quand est-ce qu'on décide qu'il est suffisamment mature, créatif, adaptable pour pouvoir faire face à n'importe quelle situation? Comment est-ce qu'il va gérer son stress pour éviter de se rendre malade ou pour éviter d'être tétanisé face à une situation d'urgence? Ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'humilité en même temps. Et c'est pour ça que le facteur humain, c'est intéressant, puisque ça remet vraiment toute la dignité de l'homme dans la chaîne de la décision et dans la chaîne de la sécurité pour le bénéfice de tous. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère que vous y trouverez de l'intérêt. Je vous serai reconnaissante de me laisser des commentaires constructifs. Je vous serai reconnaissante également, si vous êtes spécialiste de ces aspects, de me laisser également des commentaires qui me permettront d'apprendre et que je pourrai partager également avec tout le reste de la communauté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.